Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Mediapro, l'émission qui décrypte pour vous l'information et l'audiovisuel. Ce soir, nous allons bien sûr parler, actualité oblige, du sommet Russie-Afrique. On vient justement de débarquer de Saint-Pétersbourg où on a passé quelques jours avec plusieurs médias africains. Nous avons débattu, analysé et aussi partagé nos expériences sur l'audiovisuel et aussi sur la presse internationale. Alors, avant de commencer le débat, Faisal Matawi, Reda Harirash et Sofiane Baroudi, il est important de signaler qu'il y a eu plus de 160 médias, que ce soit publics ou privés, qui étaient présents à Saint-Pétersbourg pour justement partager leur expérience. Tout cela sous la houlette ou sous la tribune justement des principaux médias russes, notamment Russia Today, Sputnik ou bien l'agence gouvernementale de presse TASS. Avant de commencer le débat, je vous invite à découvrir les principaux extraits justement du débat qu'on a organisé en partenariat justement avec RT. Plusieurs patrons de presse et journalistes se sont exprimés sur le rôle justement de l'Afrique ou des pays arabes d'Afrique sur les nouvelles relations internationales du continent. تكنولوجيا الأدوات المستخدمة فيها ومن ناحية المحتوى. الوسائل التكنولوجية احنا كدول بنستهلكها ولا نصنعها كسائر الأشياء المتقدمة الأخرى، يعني ولا نمتلك أي شيء، يعني بنستخدم الموبايل لكن لا نعرف النو هاو وليس لدى دول كثيرة القدرة على تصنيعه. ففكرة العدالة اللي ممكن أن تساعدنا فيها دولة متقدمة مثل روسيا أن نتشارك معا في هذه الصناعة لنمتلك لنفهم أشياء منها وتبقى عندنا قدرة في سنوات قادمة أن ننتج مثل هذه الأشياء، لأن القادم في السنوات الخمسة القادمة. دور البلدان العربية في إفريقيا، وحبيت كي تكلمت على فرانس فانون وكتابه معذبون في الأرض لدامني دو لا تير، حبيت نرجع إلى 69 إذا سمحت، إلى أول مبادرة جزائرية بعد الاستقلال، 7 سنوات فقط بعد الاستقلال، اللي هو مهرجان الإفريقي لو فيستيفال بان أفريكان، اللي كان أول مبادرة إعلامية سياسية وثقافية للم الشمل الإفريقي وتعريف بإفريقيا والدفاع على القضية التحريرية في إفريقيا. المحاولة الأولى للجزائر لتكريس حرية التحرير، فالجزائر كانت آنذاك تسمى بمكة الأحرار، لا ميك دي ريفولوسيونير. ظهرت في البلدان العربية الأفريقية على السطح عديد من الطاقات الشابة التي تميزت في الأمن السيبراني، أعتقد أن أبرزهم في دولة الجزائر الشقيقة ومن ضمنهم ليبيا وعديد من الدول العربية يمكن الاستفادة منها في هذا المجال الهام. بودي أن أقول أنه موقع الكتيبة اللي أنا أشرف على إدارته، موقع الاستقصائي، هو محجوب في 3 دول على 6 دول في شمال إفريقيا، والمعلومات أصلا لأنه هذا الموقع هو يتحدث عن القضايا والمشاكل في دول شمال إفريقيا، وهو محجوب في 3 دول. هذا على حد علمي، ممكن محجوب في أكثر من دولة كي لا تصل تلك المعلومات إلى شعوب تلك الدول. دور الدول العربية في بناء أو تأسيس طرح إعلامي جديد قائم على التضامن حول القضايا الكبرى ما بين روسيا وإفريقيا والعالم العربي، وأظن بأن هذا طرح مشروع جدا ومن المعقولية بمكان. أكبر خطأ وقعت فيه وسائل الإعلام الإفريقية ودول العالم وبعض دول العالم الثالث إن إحنا اعتمدنا على وكالات الأنباء الغربية والصحف الغربية في نقل الأخبار. الصحافة الأمريكية، وهضرب مثل عشان ما طولش، الصحافة الأمريكية ظلت تكذب على العالم لمدة 13 سنة إن صدام حسين عنده برنامج نووي.
Voilà, c'était quelques extraits du débat très chaud justement sur le rôle des médias arabes en Afrique. Bien sûr, vous avez vu des interventions. La première du président du conseil médiatique en Égypte. Et bien sûr, j'ai représenté Al24 News. Et j'ai parlé un petit peu de l'expérience justement de l'Algérie lors du PANAF, où elle a fait connaître un petit peu l'Afrique aux yeux du monde. Le festival panafricain a été la première action de l'Algérie après l'indépendance, et elle a vraiment ouvert la voie à tous les mouvements de libération en Afrique. Et bien sûr, nous avons écouté le président de l'agence de presse libyenne qui parlait justement de l'expérience de l'information. Et évidemment, nous avons écouté le journaliste, l'un des rares indépendants dans cette conférence. C'est un journaliste tunisien qui a un site internet, qui parlait un petit peu des difficultés qu'il a eu à imposer un petit peu sa vision dans le monde médiatique global. Et enfin, on a écouté le directeur adjoint de la télévision mauritanienne qui parlait justement de l'expérience partagée entre la Russie et l'Afrique et les avantages qu'on peut ressortir de cette coopération. Et enfin, bien sûr, il y a eu la réaction de Oustad Hani, l'un les doyens des journalistes égyptiens présents à cette conférence, qui parlait justement du rôle des médias occidentaux dans la désinformation en Afrique. Alors, Faisal Matawi, d'après vous, cette réunion Afrique-Russie des médias africains et même arabes aura peut-être des choses à développer dans le futur? Oui, mais parce qu'il y a une prise de conscience que l'Afrique subit depuis très longtemps les mainstreaming, les médias dominants. Les agences de presse, notamment l'AFP, l'agence France Presse, Reuters, UPI ou Associated Press. Mais on remarque que ces agences n'ont plus maintenant leur place dans le pays. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. On n'a pas dit qu'ils sont effacés, mais bon. Et ils ne sont plus écoutés de la même manière. C'est pour ça que les Africains doivent aller vers un contenu africain des médias. Je pense qu'il y avait l'agence PANA à un moment donné. Et je sais que l'agence TAS a signé des accords avec plusieurs agences, dont l'agence Algérie Presse Service, l'agence congolaise, l'agence zambienne ou zimbabwéenne. Tout à fait. Oui. Les échanges ils sont importants parce que tout le monde maintenant s'est rendu compte, depuis la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Pas uniquement en Ukraine, parce que le journaliste égyptien parlait de l'Égypte, effectivement, le gros mensonge, le journaliste égyptien parlait de l'Irak, le gros mensonge oui. sur Saddam Hussein, on nous a dit qu'il y avait des armes de destruction massive et on a détruit l'Irak à cause de ça, ça veut dire un mensonge, et le mensonge a aussi été utilisé dans d'autres régions du monde comme l'Afghanistan ou la Syrie, etc. Maintenant, la Syrie, on est en train de la présenter comme un narco-État, des histoires de comprimés psychotropes qu'on trouve dans les frontières, alors que c'est un problème qui existe depuis très très longtemps. D'où la nécessité, donc cet échange est important. Je souhaite sincèrement que cet échange se poursuive en terre africaine. Les journalistes africains gagneraient peut-être à se rencontrer plus, que ce soit du Sud ou du Nord ou de l'Afrique de l'Est, parce qu'en Afrique de l'Est, je sais qu'il y a aussi de grands médias qui se développent au Kenya, en Éthiopie, dans la Tanzanie, etc. Et cet échange est important parce que les Africains, le moment est venu de produire du contenu africain, surtout sur les réseaux sociaux, sur les médias électroniques, les échanges entre les télévisions. À chaque fois, on subit des images venues d'ailleurs et on se rend compte parfois qu'on se fait aussi manipuler en véhiculant des discours sur des dominations, et des discours qui sont parfois néocoloniaux. La Russie et l'Afrique, c'est bon, parce que je pense que c'est la deuxième rencontre, après Sochi en 2019. Évidemment, il y a d'autres rencontres, Japon-Afrique, Chine-Afrique, France-Afrique, Turquie-Afrique, États-Unis-Afrique. Ça ne fait rien. Tout le monde s'intéresse à l'Afrique, ce n'est pas bien sûr pour la beauté des yeux des Africains, mais bon, disons que cette pluralité de partenaires est bonne. Les Africains, maintenant, ils sont en position de force, ils doivent imposer leur choix, imposer ce qui peut être dans l'intérêt des Africains, parce que les Africains doivent sortir l'homme africain, contrairement à ce que disait un certain président, et bien entrer dans l'histoire. Non, l'homme africain fait mieux, c'est lui qui a fait l'histoire. Ce fait que la civilisation est bien née en terre africaine, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais disons que maintenant le moment est venu, parce que tout le monde s'intéresse à l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, etc., que les Africains d'abord imposent leur choix et changent
des paradigmes et change des images. Parce que l'Afrique, elle est toujours liée au misérabilisme, à la misère, à la pauvreté, à la corruption, le trafic d'armes, le trafic de drogue, des migrants, etc. Maintenant que l'Afrique, c'est l'avenir de l'homme, de l'humanité, grâce à ses richesses, grâce à sa population, à sa jeunesse, au son potentiel naturel, potentiel humain, etc. Les Africains peuvent imposer leur choix et leur vision. Et tant mieux que d'avoir aussi des partenaires comme la Russie. La Russie n'a pas aussi le passif colonial. Comme la Chine, c'est exactement comme la Chine. C'est pour ça que les Africains, parfois, contrairement à un certain propagande, accueillent avec bienveillance. Évidemment, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'arrière-pensée et que le président Poutine, lorsqu'il parle d'aide et l'effacement de la dette, ou il donne aussi pour des pays africains comme les céréales, etc., parce que la guerre des céréales elle se prépare, elle est à l'horizon, il y a une certaine sincérité dans ce discours, contrairement à d'autres discours qui voient l'Afrique comme si l'Afrique est intéressante que si elle est en position de domination. D'où l'intérêt de ce genre de débat aujourd'hui, parce que l'Afrique est à la croisée des chemins, comme le Moyen-Orient d'ailleurs, et ce genre de débat, je pense qu'il sera bénéfique pour le futur. Rida Harilash, on connaît un petit peu la présence des médias français en Afrique, notamment l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, que représente pour les médias français cette nouvelle concurrence, celle des médias russes en Afrique? C'est le précaré français en matière médiatique qui s'en trouve largement écorné parce que jusqu'à maintenant il y a une large domination médiatique des grands groupes occidentaux. Donc en matière d'information, nous avons eu CNN et d'autres groupes. Mais en ce qui concerne la région, notamment francophone, ça a été surtout les grands groupes français qui étaient présents jusqu'à maintenant. Et ça sera de moins en moins parce qu'il y a une volonté de la part des différents pays africains, des acteurs publics et privés, de s'émanciper en matière d'information parce qu'ils ont un intérêt à de plus en plus développer la communication envers leurs propres compatriotes et à ne pas être dépendant uniquement d'une information qui sera nécessairement tronquée à partir du moment où elle ne va pas dans le sens des intérêts des pays africains. Et à ce titre-là, l'Algérie a eu la présence d'esprit d'aller dans le sens d'une plus grande émancipation de la formation lorsqu'elle est propre à l'Afrique, avec la création de la radio Ifriqiya. Et cette radio-là, c'est une radio africaine dans un pays africain et qui est destinée à des Africains et dans laquelle on peut y trouver plusieurs journalistes et ressortissants africains qui travaillent là-bas et qui commencent à produire une information intéressante de manière à ce que déjà les ressortissants de plusieurs pays africains puissent se découvrir. Il faut que les pays africains se découvrent d'abord, qu'ils découvrent les cultures et les enjeux, donc les enjeux politiques, économiques et culturels qui sont propres aux différents pays africains pour pouvoir par la suite aller vers une plus grande synergie. Sofiane Baloudi, quand on parle justement de dualité médiatique, aujourd'hui, les Africains accueillent justement à bras ouverts cette nouvelle expérience, que ce soit médiatique ou audiovisuelle. On a senti, en tout cas à Saint-Pétersbourg, un grand accueil des médias africains pour l'expérience russe. Aujourd'hui, l'expérience russe n'est pas ce qu'on voyait dans le passé avec un petit peu la Pravda, un petit peu à sens unique. Aujourd'hui, les médias russes sont presque l'équivalent des médias mainstream américains et occidentaux. On va dire qu'il y a déjà un désir populaire très enraciné et qui s'est manifesté à plusieurs reprises dans plusieurs pays africains de se débarrasser d'une forme d'hégémonisme qui est un hégémonisme non seulement médiatique et donc culturel, idéologique et politique, mais aussi une présence militaire, notamment française en Afrique, qui gênait y compris les peuples de la région. Et ça s'est répercuté directement par la volonté de se débarrasser, si vous voulez, d'une forme de monopole. Je rappelle que par exemple RFI ou alors France 24 ont été sommés de quitter le Burkina Faso, le Mali ou encore la Guinée. Et ça s'est accompagné, ça a été une démarche qui a suivi aussi un mouvement populaire très très fort de contestation d'un ordre hégémonique. Ce qu'offre la Russie,
c'est en plus, si vous voulez, d'un modèle alternatif, c'est aussi une capacité technique très importante, parce que c'est aussi ça qui intéresse les Africains, notamment en matière de diffusion satellitaire, parce qu'il y avait une dépendance vis-à-vis des agences de presse, mais aussi une dépendance technologique très forte. La Russie peut accompagner notamment le développement de la diffusion satellitaire qui est importante parce qu'un continent comme l'Afrique, malheureusement, est encore, si vous voulez, très dépendant en matière scientifique. Il faut rappeler que la radio est encore le principal moyen de communication. Après, on est aussi dans une situation, si vous voulez, de remise en cause de l'hégémonie à l'échelle internationale via, par exemple, aussi la remise en cause du monopole des agences de presse, des grandes agences de presse. Ce qui a été mentionné, l'expérience de TASS ou alors l'expérience de Xinhua chinois ou l'expérience d'Anadolu montre qu'il y a, si vous voulez, une nouvelle façon, une autre façon de faire de l'information et aussi de sortir d'une forme de désinformation, parce que les grandes agences de presse représentent aussi des intérêts qui sont les intérêts de leurs créanciers ou alors les intérêts de ceux qui les dirigent. Je vais citer une anecdote ou alors un exemple très important cette année qui est passé un peu inaperçu. Bloomberg, qui est la plus grande agence de presse en matière économique et financière, et Reuters ont été sommés de quitter le sommet de l'OPEP+ à Vienne parce qu'elles sont considérées comme étant des agences qui véhiculent des informations qui vont à l'encontre des intérêts des pays producteurs d'hydrocarbures qui tiennent à défendre leurs intérêts et qui considèrent que ce genre de médias, si vous voulez, a tendance à galvauder l'information, si vous voulez, au profit des pays consommateurs ou alors au profit de grands groupes économiques. Donc ce qu'offre la Russie, mais aussi ce qu'offre la Chine, c'est d'abord un modèle alternatif, une capacité aussi d'accompagnement technique et technologique et scientifique qui sont très très importantes et qui ont été refusées jusque-là par les partenaires, notamment les partenaires occidentaux, et aussi une vision alternative vers un monde multipolaire, parce que la multipolarité se construit au niveau diplomatique, mais elle doit aussi se construire au niveau médiatique par, si vous voulez, une diversité d'opinions, une diversité de visions d'un monde qui est divers en fin de compte. On écoute justement, après la fin du débat, l'avis de la directrice de RT Arabique qui a donné son point de vue sur les accords possibles entre les médias africains et les médias russes. On écoute la directrice de Russia Today. Все спикеры говорили про то, что нужно сотрудничать и помогать друг другу. طبعا نتحدث عن أنه يجب أن نتطور التكنولوجيا واستخدام كل البرامج التكنولوجيا المتقدمة والتعليمية. ونحن في قناة RT العربية لدينا خيارات متنوعة لنريكم التكنولوجيا التي نستخدمها بأنفسنا. وبلا شك عندما نتحدث عن هذا الواقع الجديد الذي يكون في صالح الصحفيين وفي العام القادم سوف نشاطر هذه التكنولوجيا مع شركائنا مع مصر نتعاون بنشاط ومع الجزائر أيضا ومع مختلف الدول العربية الأخرى. Voilà, on venait d'écouter justement la directrice de RT Russia Today arabique qui parlait de coopération avec les médias arabes, notamment les médias comme les médias égyptiens, mais aussi algériens, avec une future coopération. Il y a ce qu'on appelle un training avec plusieurs journalistes, plus de 40 journalistes de chaque pays vont être formés et initier justement l'information moderne et aussi développer un petit peu les outils de communication futurs. Alors aujourd'hui, cette aide médiatique on ne la retrouve pas dans les anciens médias un petit peu occidentaux. Oui, parce que la présence traditionnelle, conventionnelle jusque-là, c'était d'avoir des correspondants en Afrique, d'être présent en Afrique, d'avoir des bureaux et de couvrir l'actualité africaine, évidemment selon des choix éditoriaux faits dans ces médias. Mais disons que depuis un certain temps, beaucoup de pays ont compris qu'il faut être présent sur le terrain et parfois avec des correspondants des pays même, ça veut dire originaires des pays, comme par exemple RT, Russia Today a une présence à Alger. Je pense qu'ils veulent aussi avoir une présence à Tunis.
pour le Maghreb. Et aussi, maintenant, il y a de l'intérêt pour la zone Afrique de l'Est. Au Kenya, parce que le Kenya, c'est quand même un pays important, il est au carrefour de plusieurs régions. Et aussi pour certains pays de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, entre guillemets, parce que Arte a développé le service arabe, le service en français, le service en anglais, et aussi Sputnik Afrique. Tout à fait, Sputnik Afrique très offensive en Afrique. Ils ont développé une plateforme en Afrique avec beaucoup de correspondants, dont un correspondant à Alger. Donc il y a une vision et je rejoins l'avis de Sofiane par rapport à l'enjeu technique. Parce que l'Afrique aussi, pour rayonner, l'Afrique ne doit pas rayonner sur elle-même, elle doit rayonner sur le monde. L'Afrique doit parler africain, entre guillemets. C'est un continent très riche en matière de langue, mais on peut parler avec nos images aussi. Lorsqu'il y a des grands événements en Algérie, au Kenya, d'abord on peut se partager, les sharing, on peut partager les images, comment on peut diffuser, comment on peut rassembler les moyens pour imposer des choix. Et je partage aussi l'avis du président en exercice de l'Union africaine, le président des Comores, qui disait qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2023, l'Afrique n'a pas de siège au Conseil permanent Conseil de sécurité de l'ONU. Comment le continent européen est représenté par 3 pays, ou pas 4, si on ajoute la Russie, et les autres, le reste du monde. Qu'en est-il de l'Amérique du Sud? Qu'en est-il du monde arabe? Qu'en est-il de l'Afrique? C'est pour ça que l'Afrique doit boire grand. L'Afrique veut aussi être dans le G20, et pour peser sur les choix. Aussi. Les BRICS, qui vont se réunir d'ailleurs l'Afrique du Sud fin août, et je souhaite que l'Algérie adhère à cette alliance parce qu'elle est importante. C'est une alliance qui peut faire contrepoids dans les dominations évoquées par Sofiane, et dominations qui sont devenues maintenant très flagrantes. Parce que c'est ça un peu l'avantage, même si la guerre n'a pas d'avantage, mais disons l'avantage géostratégique de la guerre en Ukraine, c'est qu'elle a dévoilé beaucoup de torts dans le système mondial, comment il fonctionne, comment le système de l'ONU fonctionne, comment l'Union européenne fonctionne, comment d'autres groupements fonctionnent. Et donc maintenant, avec ce sommet aussi Afrique-Russie, très critiqué d'ailleurs en Occident, si vous avez lu la presse occidentale, on a trouvé beaucoup de tort à ce sommet. On ne trouve pas les mêmes critiques lorsqu'il s'agit du sommet Afrique-France ou États-Unis-Afrique. On comprend que beaucoup de monde est agacé par cette présence russe en Afrique, et la Russie a compris aussi qu'elle a peut-être tardé d'être présente en Afrique. C'est le même cas d'autres pays comme la Turquie ou la Chine ou même l'Inde. Maintenant, l'enjeu technique, oui, il faut avoir des satellites puissants, il faut avoir des plateformes numériques puissantes, il faut avoir des images produites par les Africains pour que la voix de l'Afrique soit entendue, qu'elle ne soit pas toujours le dernier continent à qui on donne la parole, le dernier continent à qui on s'intéresse, le dernier continent qui est toujours fixé avec l'image de migrants qui veulent traverser vers l'Europe. Avant de poursuivre le débat, messieurs, on va regarder ce sujet qu'on a réalisé sur la base des images de reportage qu'on a réalisées à Saint-Pétersbourg, justement, lors du forum Russie-Afrique. Après s'être débarrassée de l'hégémonie des médias occidentaux, notamment français, l'Afrique a choisi un nouveau partenaire pour son développement, la Russie. Les médias africains étaient présents en force au forum Russie-Afrique pour sceller cette nouvelle union et coopération avec la Russie. Plus de 140 journalistes, patrons de presse et experts médiatiques sont venus installer une bonne information dans le continent. Il s'agit avant tout de lutter contre les fausses informations et se débarrasser du problème de la censure occidentale, que de nombreux experts africains qualifient de manifestation du néocolonialisme. Cette recomposition médiatique régionale vise notamment à répondre au vide qui s'est créé dans l'Union européenne après l'interdiction de diffusion de Sputnik et de RT, et qui a fait qu'il est devenu impossible de revérifier à 100% les informations qui y sont autorisées. Les participants africains et russes ont décidé, entre autres, de changer ensemble la manière dont l'Afrique est perçue en diffusant des messages positifs sur le continent. Ce forum a permis l'organisation de plusieurs tables rondes entre médias africains et médias russes à l'image de Sputnik, l'agence TASS et la chaîne d'info Russia Today.
À cette occasion, 4 écoles de Moscou avaient décidé d'intégrer les langues swahili et amharique à leur programme d'enseignement. L'événement s'est tenu au Forum de Saint-Pétersbourg, en présence de plusieurs représentants des médias russes et africains, à l'image de Sputnik Afrique, de la chaîne AL24 News, de Arte Africa, de la radio-télévision nationale congolaise et des médias publics mauritaniens et comoriens. La diffusion de l'information n'est pas centralisée sur la langue française seulement, mais également sur les médias d'expression arabe. À cet effet, une table ronde a été organisée par RT sur le rôle des médias arabes d'Afrique dans la nouvelle réalité des relations internationales. Plusieurs patrons des médias africains, venant notamment d'Égypte, d'Algérie, de la Mauritanie, de la Tunisie, de la Libye, du Soudan et du Maroc, se sont succédés sur la tribune pour présenter la situation médiatique de leur pays et surtout exprimer les attentes de leur pays de l'expression russe. Certains médias ont déjà saisi l'occasion pour signer des accords à l'image de l'agence de presse APS a conclu un accord de coopération et d'échange avec l'agence de presse russe TASS. Des projets sont déjà en cours pour ouvrir les bureaux des principaux médias russes en Afrique. L'agence de presse TASS, Rossiya Segodnia, la chaîne de télévision RT, la société pan-russe de radiodiffusion et de télévision d'État, Rossiyskaya Gazeta. Certains organes de presse russes ont déjà des bureaux en Afrique, dont TASS, qui y maintient un certain nombre de bureaux. Le média s'est jusqu'à présent concentré sur la diffusion de l'actualité africaine aux lecteurs russes, mais va désormais étendre ses opérations pour diffuser à un public africain. Le contenu produit par les médias russes doit refléter la situation en Afrique et les médias du continent sont en perpétuel développement. Il ne faut pas voir l'Afrique à travers le prisme des stéréotypes. Les idées perpétuées par les médias traditionnels ont notamment déclaré les experts. Selon les médias africains, la présence de médias comme RT et Sputnik est très importante pour l'Afrique, car elle est nécessaire pour maintenir l'équilibre dans la couverture des événements sur le continent. Au total, 49 pays africains ont envoyé des responsables au sommet de 2 jours, qui s'est terminé par une déclaration conjointe en 74 points, s'engageant à coopérer dans le développement d'un ordre mondial multipolaire. Voilà, messieurs, on a vu à travers ces images un petit peu, beaucoup de choses ont été faites durant ce forum, notamment des accords, des partenariats, mais également des signatures importantes, comme on l'a vu tout à l'heure, la signature entre l'APS et l'agence TASS qui conclut un petit peu un partenariat médiatique plus large, justement. Faisal Mentaoui, je voudrais revenir justement à ce sujet. Aujourd'hui, on sent le renforcement du pôle médiatique. On a vu que le sommet du forum Russe-Afrique était plus économique, mais les gens n'ont pas vu un petit peu c'est un petit peu dans les coulisses de ce forum, il y avait l'aspect médiatique qui était très présent également. Oui, absolument, parce que le sommet Afrique-Russie ou Russie-Afrique, c'est pas uniquement les céréales et les énergies, parce que quand vous lisez les dépêches des agences de presse internationales qu'on a évoquées au début, ça parle des céréales, comme si les Africains sont toujours dans la famine, ils sont demandeurs de blé. Parce que les images, elles sont importantes. Hein. On a vu un petit peu, sans parler des médias, on a vu un petit peu certains médias occidentaux qui ont vraiment tiré, un petit peu critiqué ou titillé un petit peu ce sommet Russie-Afrique en disant que c'était plus un sommet pour aider l'Afrique que pour justement le développer. Oui, parce que c'est toujours la vision qu'on veut maintenir. Ça veut dire que les Occidentaux... La vision un petit peu coloniale. Néocoloniale, c'est une vision d'Occidentaux qui sont toujours là... D'assister. Les Africains sont livrés, donc ils demandent toujours du blé, ils demandent de l'aide, et les Africains ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes ou de produire leur propre richesse. Parce que ce que la Russie, je pense, compte développer, selon les discours officiels, c'est justement de développer l'agriculture, parce que c'est important pour l'Afrique, mais également l'énergie, etc. Mais au-delà de ça, vous avez évoqué les médias, parce que c'est très important aussi, les médias, cette présence, cette multiplicité, je pense que c'est aussi bénéfique pour l'Afrique, que les médias turcs, chinois, indiens, argentins ou
américains ou russes s'intéressent à l'Afrique, c'est tant mieux, parce que plus il y a de voix, plus il y a une multiplicité de voix, plus c'est mieux, plus on se rapproche de la vérité. On sort de la domination, de l'hégémonie évoquée dans le sujet et de l'orientation parfois politique, parfois culturelle, et souvent il y a beaucoup de désinformation aussi qui est véhiculée par certains canaux qui sont habitués à traiter l'Afrique de la même manière. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a quand même des sociétés civiles, qu'il y a des jeunes, qu'il y a un esprit panafricaniste très développé. Et curieusement, les leaders du panafricanisme, de certains discours, ils sont toujours liés à la Russie. Ils sont considérés comme des agents de la Russie, alors qu'il y a maintenant des tendances politiques dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, qui veulent sortir de la domination du franc CFA, qui veulent sortir de la domination des anciennes puissances coloniales, qui veulent aller vers d'autres partenaires à travers le monde. Et je pense que les médias peuvent jouer un grand rôle. On a vu aussi des discours très forts durant ce sommet, notamment le discours du président de l'Union africaine, le président comorien, mais également le président justement du Burkina Faso, le jeune qu'on appelle le capitaine Brahim Traoré, le nouveau Sankara. Il a fait fureur avec son discours très très fort en matière d'aisance, mais aussi de messages politiques. Bien sûr, parce qu'il y a eu des manifestations déjà en Afrique de l'Ouest, au Sahel. Il y a eu des manifestations au Mali, au Burkina Faso. Il y a vraiment une nouvelle dynamique en Afrique aussi, une dynamique profonde et une nouvelle génération qui porte à bras le corps le fait, si vous voulez, de renouveler un combat de libération qui continue. D'ailleurs, vous avez cité Frantz Fanon au départ. Il ne faut pas oublier que l'une des principales contributions de Frantz Fanon, c'est sur le rôle des médias et notamment de la radio pour accompagner les mouvements de grande transformation et les mouvements de libération. Il a écrit ça dans un livre qui s'appelle L'an 5 de la révolution algérienne, qui est un ouvrage capital parce que même les figures comme Frantz Fanon sont un soft power pour l'Afrique qui est un soft power important sur lesquels il faut capitaliser. C'est le cas aussi pour Sankara. D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré a utilisé cette image justement pour porter un discours qui soit un discours d'aura international et ça a marché. Et ça représente aussi, si vous voulez, une vraie volonté de la part de la jeunesse africaine de s'inscrire dans une nouvelle configuration internationale parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation d'accélération de l'histoire, dans une situation de bouleversement géopolitique et que les médias, mais aussi tout le monde de l'Internet et des connectivités revêt une importance très très importante non seulement au niveau politique mais aussi au niveau sécuritaire et même militaire. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ces questions-là à bras-le-corps avec les partenaires stratégiques que sont la Russie ou la Chine qui peuvent apporter aussi, si vous voulez, une valeur ajoutée certaine pour accompagner une transformation nécessaire et un procédé, si vous voulez, de... Même l'Algérie, je pense à l'État permettez, l'Algérie qui est un grand pays africain, le plus grand pays du point de vue surface, un pays qui a une histoire, qui est ancré dans l'histoire, peut jouer un grand rôle dans le futur à travers ses médias, d'où la nécessité de renforcer Al-24 News. Je précise que l'Algérie était très présente justement à ce forum, puisque Al24 News a fait toute une couverture large dans les trois langues, l'anglais, le français et l'arabe, et même l'espagnol. Elle a également été présente dans les débats, comme vous venez de voir, mais aussi dans tout ce qui est partenariat, etc. Il y a également la présence de l'ENTV, de la télévision publique algérienne, et de la radio algérienne, qui était aussi sous un petit peu la houlette de l'UAR, l'Union des radios africaines et radio-télévision africaines. Tout ça, justement, obéit à une certaine logique, celle, justement, de la nouvelle coopération Nord-Sud. Oui, d'où ce que je disais, je complétais Salim, c'est que l'Algérie peut jouer un rôle de leader dans la région africaine et arabe aussi, parce qu'on est entre les deux régions méditerranéennes. D'où l'importance de réunir un petit peu les pays d'Afrique du Nord et même du Soudan. Oui, on peut travailler ensemble, parce que je sais qu'il y a un grand mouvement médiatique aussi au Soudan. On peut avoir l'agence algérienne de presse, je pense qu'elle devrait avoir beaucoup de bureaux en Afrique. Elle vient de signer avec l'agence TASS, qui est un très très grand accord. Par un échange d'expertise et d'informations, l'agence Al24 News devrait être plus présente aussi en Afrique. Comme on vient de l'écouter, la directrice de RT Arabique l'a annoncé. Oui. Justement, il y aura un futur partenariat avec Russia Today. La même chose pour Ifriqiya FM évoquée par les aussi pour d'autres médias. Les médias algériens doivent aussi s'investir plus en Afrique. Oui, et puis je voulais revenir sur un point important, ça concerne la véracité de l'information. On a vu pendant cette rencontre-là
qu'en ce qui concerne les livraisons de céréales, par exemple, vers l'Afrique, les médias mainstream ont voulu faire porter le chapeau à la Russie, disant comme quoi l'accord qui devait permettre aux Ukrainiens d'exporter leurs céréales vers l'Afrique n'a pas été respecté par la Russie. En fait, non. La Russie a autorisé les exportations donc, des céréales ukrainiennes vers l'Afrique, mais l'essentiel des cargaisons pour le moment sont entre les mains des pays européens et ne sont pas arrivés à bon port. Donc ce sont d'autres médias alternatifs qui sont venus rectifier un peu les déclarations d'un certain nombre de dirigeants européens qui ont voulu faire croire que la Russie finalement n'a pas approvisionné, ne va pas approvisionner les pays africains en céréales. D'où l'importance justement de pouvoir, au niveau des pays africains, disposer d'agents d'information capables de lire entre les lignes et de réagir suffisamment à temps pour éclairer leurs concitoyens. Voilà. Je précise une chose, c'est très important, messieurs, c'est que durant ce sommet, on a vu l'absence totale de médias occidentaux, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni médias français, ni médias américains, ni médias britanniques. Bien sûr, ce boycott est l'équivalent un petit peu du boycott un petit peu sportif, un petit peu culturel, et c'est dommage parce que ce forum est en fait, il est un petit peu international, qu'on le veuille ou non. Et on a vu à travers les écrits, à travers, d'ailleurs, l'une des formations qui nous a un petit peu choqués, c'est ce qui s'est passé au Niger, tombé en pleine ouverture du sommet Russie-Afrique. Et on a vu comment les médias français ont traité l'information de ce coup d'État au Niger et comment les médias arabes et les médias, bien sûr, africains ont traité l'information avec prudence et avec intelligence, contrairement aux Français qui se sont directement attaqués un petit peu à tous les gens qui se rassemblaient autour de cette information. Justement, sur ce point-là, il y a un aspect très important à mettre en valeur, à mon avis, c'est que le fait que les médias occidentaux soient complètement impliqués dans une démarche quasiment belliciste, notamment sur le cas du conflit ukrainien. D'ailleurs, Reda l'a très bien cité, c'est-à-dire que, si vous voulez, la désinformation s'est transformée en arme qui accompagne directement les objectifs tactiques. Et on sait la guerre, oui, la désinformation, c'est une arme de guerre. La coopération avec la Russie permet aussi, si vous voulez, de disposer de techniques pour lutter contre cette désinformation. Je rappelle l'exemple, par exemple, de Team George, qui est vraiment une société qui fabrique une industrie de la mésinformation, de la désinformation pour détourner les opinions publiques et pour atteindre des objectifs qui sont des objectifs étroits au service de certaines oligarchies ou alors au service d'États occidentaux et de l'entité sioniste. Et donc c'est très important aussi de multiplier les coopérations dans ce domaine-là. D'ailleurs, l'APS a aussi signé une coopération avec l'agence latino-américaine Avantas et c'est très important de diversifier aussi. Voilà, merci Sofiane Baroudi, merci Reda Hariraj, merci encore une fois Faisal Matawi. Cette émission est à présent terminée. C'était justement pour faire un petit peu le bilan de ce forum Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg qui a eu beaucoup d'impact justement sur le monde médiatique africain. Je vous laisse avec le reste des programmes de Al24 News. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.